Moi, Thomas, 29 ans, je travaille de nuit comme infirmier en réanimation dans un hôpital. 3 gardes de 12 heures par semaine, du vendredi au dimanche, de 19h à 7h du matin. Je mentionne cela parce que la chronologie des événements a toute son importance. Ma copine, Camille, et moi étions ensemble depuis environ 14 mois. Elle a 27 ans et travaille comme responsable d'un cabinet dentaire. Nous ne vivions pas ensemble, mais elle passait la plupart de ses week-ends à mon appartement, du moins jusqu'à ce que mes horaires changent pour passer de nuit, il y a environ 5 mois. C'est lors de ce changement d'emploi du temps que les choses ont commencé à partir en vrille. Elle l'a très mal pris. Pas le fait d'être seule. Elle a des amis, une vie sociale. Elle n'est pas du genre démuni. Ce qu'elle n'a pas supporté, c'est la perte de contrôle. Elle aimait savoir où j'étais. Elle aimait m'avoir à sa disposition les soirs de week-end pour des dîners, des soirées, peu importe. Quand ça s'est arrêté, ses textos ont commencé à devenir agressifs. Tu as choisi ces horaires exprès. Tu préfères ton travail à moi. À quoi ça sert d'avoir un mec que je ne vois jamais le week-end? Je lui ai expliqué à plusieurs reprises que le travail de nuit s'accompagnait d'une prime de nuit et de week-end, que je devais rembourser mon prêt étudiant. Et qu'en réanimation, on ne choisit pas toujours ses horaires. On prend ce qui est disponible et on accumule de l'ancienneté. Elle se fichait éperdument de tout ça. Ce qui lui importait, c'était que les copains de ses amis soient disponibles le samedi soir et pas le sien. Au cours des 3 derniers mois, elle avait aussi commencé à sortir beaucoup plus, ce qui ne me posait aucun problème. Je l'y encourageais littéralement. Va t'amuser. De toute façon, je travaille. Mais ces sorties se sont transformées en soirées très alcoolisées. Pas tous les week-ends, mais bien plus qu'avant. Elle m'envoyait des textos à 2 heures du matin en bafouillant des messages vocaux, ou m'appelait pendant ma garde pour me dire que je lui manquais. Clairement bourré. À quelques reprises, elle est devenue agressive pour un rien, cherchant la dispute par texto alors que j'étais littéralement en train de surveiller un patient sous respirateur artificiel. J'ai essayé d'avoir une discussion sur sa consommation d'alcool. Ça s'est passé exactement comme vous pouvez l'imaginer. Moi, j'ai remarqué que tu buvais beaucoup plus ces derniers temps et je suis un peu inquiet. Elle, oh, alors maintenant tu surveilles ma consommation depuis ton petit hôpital. T'es pas mon père. Moi, je n'essaie pas de l'être. Je dis juste que. Elle, peut-être que je bois parce que mon mec n'est jamais là. Tu y as déjà pensé? J'ai laissé tomber. Je n'aurais pas dû, mais j'ai laissé tomber. Puis est arrivée la nuit qui a tout changé. C'était un samedi il y a environ 3 semaines. J'en étais à 4 heures de ma garde, vers 23 heures. Nuit très agitée. 2 patients sous VNI, ventilation non invasive, un post-intubation, le chaos contrôlé habituel. Mon téléphone était dans mon vestiaire parce que je ne peux pas l'avoir sur moi pendant les soins actifs aux patients. Quand j'ai regardé mon téléphone pendant ma pause de 3 heures du matin, j'avais 9 appels manqués et toute une série de textos. Les premiers étaient normaux. De sortie avec les filles, tu me manques. Un selfie dans un bar. Puis le ton a changé. 1h14, bébé, il faut que tu viennes me chercher. 1h16, je suis au commissariat. 1h18, ils m'ont arrêté pour alcool au volant. 1h22, j'ai soufflé à 1,4 GEL avant qu'ils me mettent en cellule. 1h31, allô. J'ai besoin d'argent pour sortir d'ici. 1h38, pourquoi tu réponds pas? 1h52, ok, je leur ai dit que tu m'as frappé la semaine dernière, comme ça ils vont t'appeler ici. Ils vont bientôt te contacter. Viens juste me sortir de là et je leur dirai que j'ai tout inventé. 1h53, ne sois pas fâché. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour que tu viennes plus vite. J'ai relu ce dernier texto 3 fois. Puis je l'ai relu une 4e fois. Ensuite, je me suis assis sur le banc de la salle de pause et j'ai senti tout mon corps se glacer. Elle avait dit à la police que je l'avais frappée. Elle avait fabriqué une accusation de violence conjugale avec la même désinvolture et la même stratégie que si elle passait une commande Uber Eats, tout ça parce qu'elle voulait sortir de là et que je ne répondais pas assez vite à mon téléphone. Laissez-moi vous expliquer quelque chose que ceux qui lisent ne comprendront peut-être pas tout de suite. Je suis un professionnel de santé. Je suis inscrit à l'ordre des infirmiers. Une plainte pour violence conjugale. Même une simple accusation qui fait l'objet d'une enquête peut déclencher une procédure disciplinaire.
Je pourrais perdre mon droit d'exercer, toute ma carrière, mon diplôme d'État, mes prêts, tout ce que j'ai construit. Elle a mis tout cela en péril parce qu'elle a été arrêtée pour conduite en état d'ivresse à 1h du matin et qu'elle ne voulait pas attendre jusqu'au matin. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était clair, plus clair qu'il ne l'avait jamais été. Honnêtement, je gère des urgences vitales au travail où la saturation en oxygène d'un patient chute à 0 et où l'on a environ 30 secondes pour agir. Ça m'a fait exactement le même effet. Le même calme, la même concentration, la même compréhension viscérale que les quelques décisions à venir comptaient plus que tout le reste. J'ai fait une capture d'écran de chaque texto, toute la conversation. Du selfie au bar jusqu'à l'aveu, je leur ai dit que tu m'as frappé. J'ai envoyé les captures par email à ma boîte pro. Puis je les ai envoyées à mon adresse email personnelle de secours. Ensuite, je les ai transférées via AirDrop sur mon iPad à la maison grâce à mon iCloud. 3 copies. Appelez ça de la paranoïa, moi j'appelle ça de l'intelligence. Puis je lui ai répondu. J'arrive. Rien d'autre. Juste ça, parce qu'il fallait qu'elle ne supprime pas ses textos avant que je n'arrive au commissariat. J'ai dit à ma cadre de santé que j'avais une urgence familiale et que je devais partir plus tôt. Elle m'a couvert. C'est une femme en or. J'ai conduit jusqu'au commissariat. Il était environ 3h40 du matin quand je suis entré. C'est là que je dois être honnête sur un point. Quand j'ai franchi les portes de ce commissariat, j'étais terrifié. Pas par mon ex, mais par le système. Parce que je sais comment ça marche. Une femme dit qu'un homme l'a frappée, et la machine se met en route. Peu importe que ce soit faux. Peu importe que j'étais au travail avec 20 témoins et des relevés de pointage prouvant que je n'étais nulle part près d'elle. L'accusation en elle-même déclenche un processus, et les processus sont difficiles à arrêter. Je me suis approché de l'accueil. Il y avait un agent là-bas, un jeune gars, approchant la trentaine. J'ai donné mon nom et j'ai dit qu'on m'avait demandé de venir concernant une situation de violence conjugale. Son attitude a changé immédiatement. Subtile, mais perceptible. Une posture plus droite, un regard méfiant. Il me regardait comme on regarde quelqu'un qu'on nous a décrit comme dangereux. Lui, oui, monsieur. Asseyez-vous. Quelqu'un va s'occuper de vous dans un instant. Je me suis assis. Environ 10 minutes plus tard, une inspectrice est sortie. Une femme plus âgée, le genre à ne pas plaisanter. Elle s'est présentée et m'a demandé de la suivre dans une salle d'audition. J'y suis allé de mon plein gré. Je sais que j'aurais pu demander un avocat immédiatement, mais j'avais quelque chose de mieux qu'un avocat. J'avais la vérité dans ma poche. L'enquêtrice a commencé par des questions standards. Où étais-je ce soir-là? Quelle était ma relation avec ma copine? Y avait-il déjà eu des altercations physiques? Moi, non, jamais. Pas une seule fois. Elle, votre petite amie a déclaré que vous l'aviez frappée lors d'une dispute mardi dernier. Moi, je travaillais mardi dernier. Je peux fournir mes relevés de pointage de l'hôpital. J'ai fait une garde de 12 heures, de 19h à 7h du matin. L'inspectrice a pris ça en note. Puis elle m'a demandé si j'avais d'autres informations que je souhaitais partager. Moi, oui, madame. J'aimerais vous montrer quelque chose sur mon téléphone. J'ai ouvert la conversation par texto. Je lui ai tendu mon téléphone. Je l'ai regardé lire. J'ai observé son visage. Elle est arrivée au texto de 1h52, celui où ma copine déclarait explicitement qu'elle avait menti sur le fait d'avoir été frappée pour me faire venir au commissariat. L'expression de l'inspectrice n'a pas beaucoup changé, mais ses yeux ont fait ce petit truc, ce très léger plissement, comme une porte qui se ferme. Elle s'est excusée et a quitté la pièce. Elle a disparu pendant environ 20 minutes. Quand elle est revenue, elle était accompagnée d'un autre agent et m'a demandé si je consentais à ce qu'il photographie les messages sur mon téléphone pour les verser au dossier en tant que preuve. J'ai dit oui. Puis l'inspectrice s'est rassise et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Monsieur mon nom de famille, je veux que vous sachiez que nous prenons chaque plainte pour violence conjugale très au sérieux. C'est notre métier. Mais nous prenons également les fausses déclarations très au sérieux. Ce que votre petite amie nous a décrit ne semble pas correspondre aux preuves que vous avez fournies. Et ses propres textos indiquent que l'accusation a été fabriquée de toutes pièces. Nous allons transmettre ce dossier au bureau du procureur de la République.
J'ai demandé si j'étais libre de partir. Elle a dit oui. J'ai demandé ce qui allait se passer pour le dossier de ma copine. Elle a répondu que c'était au procureur de décider, mais que la procédure pour conduite en état d'ivresse suivrait son cours et que la dénonciation calomnieuse serait évaluée comme un chef d'inculpation supplémentaire. Je suis rentré chez moi en conduisant. Il était environ 5 heures du matin. Je suis resté assis dans ma voiture, sur le parking de ma résidence, pendant un long moment. Mon chien devait probablement se demander pourquoi j'étais rentré si tôt. Je ne suis pas rentré dans l'appartement pendant peut-être 30 minutes. Je suis juste resté là, à fixer le volant, essayant d'assimiler le fait que la personne avec qui je dormais depuis plus d'1 an venait d'essayer de m'offrir un casier judiciaire juste parce qu'elle avait besoin qu'on vienne la chercher. Je n'ai pas payé pour la sortir de là. Elle a appelé sa mère qui est venue la chercher au poste plus tard dans la matinée. Je le sais parce que sa mère m'a appelé à 8 heures et a laissé un message vocal dont je vous parlerai dans la mise à jour. C'était la publication originale. Il s'est passé bien d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. Mise à jour 1, 9 jours plus tard. Les gars, les commentaires sur le premier post ont été intenses. Merci à tous ceux qui m'ont dit de prendre un avocat. C'est ce que j'ai fait. J'y reviendrai dans une minute. D'abord, le message vocal de sa mère. Je l'avais mentionné pour vous laisser sur votre faim, alors laissez-moi vous le dévoiler. 8h07, le matin après que tout a explosé. Je n'avais pas dormi. J'étais sur mon canapé avec mon chien et une tasse de café que j'étais trop épuisé pour boire. Mon téléphone a sonné et c'était sa mère. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. En gros, voici ce qu'elle disait: « Bonjour, c'est la mère de mon ex. Je viens de la récupérer au commissariat et elle m'a tout raconté. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais elle est très bouleversée et elle dit que tu as refusé de venir l'aider quand elle avait besoin de toi. Elle a un problème avec l'alcool, je le sais depuis un moment, mais la laisser dans une cellule toute la nuit, c'est glacial. Peu importe ce qu'elle a dit à la police, elle était ivre et terrifiée. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas dans ces moments-là. Je pense que vous devriez vous asseoir tous les deux et régler ça comme des adultes. Rappelle-moi. » Remarquez ce qui manque cruellement dans ce message vocal. La moindre reconnaissance que sa fille a menti à la police en m'accusant d'être violent. La moindre inquiétude quant à l'impact que cela aurait pu avoir sur ma vie. La moindre prise de conscience que ce qui s'est passé était bien plus qu'un malentendu et que je devrais aider à balayer sous le tapis. Un grand classique. Je ne l'ai pas rappelé. Le deuxième jour, j'ai contacté un avocat pénaliste. Pas parce que j'avais été inculpé de quoi que ce soit. Ce n'était pas le cas, mais parce que mon pote au travail, un autre infirmier en réa, dans le métier depuis 15 ans, m'avait dit un truc très intelligent: « Mon frère. Quand quelqu'un t'accuse de violence conjugale, tu prends un avocat, même si tu es innocent, et surtout si tu es innocent, parce que la machine judiciaire se fout de ton innocence jusqu'à ce que quelqu'un avec un diplôme de droit l'oblige à la regarder. » L'avocat était génial, la cinquantaine. Avocat de la défense en droit pénal depuis des décennies. Je lui ai montré les captures d'écran. Il les a lues, a posé ses lunettes sur son bureau et a dit: « C'est l'un des cas de dénonciation calomnieuse les plus clairs que j'ai jamais vus de ma carrière. » Elle vous a envoyé ses aveux en temps réel. La plupart des gens ont au moins la jugeote de mentir de vive voix. Il m'a donné plusieurs directives. 1. Gardez les captures d'écran sauvegardées à plusieurs endroits. Fait. 2. Ne contactez mon ex sous aucun prétexte. 3. Déposer une demande d'ordonnance de protection, non pas parce que j'avais peur d'elle physiquement, mais parce que cela crée un dossier légal prouvant que c'est moi qui demandais protection, ce qui recadre complètement la narration si elle tentait de faire dégénérer les choses. 4. Contacter mon ordre professionnel de manière proactive et divulguer la fausse accusation avant qu'elle ne remonte par n'importe quel autre canal. Ce dernier point était celui qui m'effrayait le plus. Appeler son propre ordre des infirmiers pour dire « Eh, quelqu'un m'a accusé de violence conjugale, mais c'est faux et voici les preuves. » C'est comme appeler les pompiers pour qu'ils viennent chez soi. Mais l'avocat m'a expliqué qu'il valait mieux prendre les devants plutôt que de laisser ça ressortir lors d'une vérification de routine de mon casier. J'ai passé l'appel. La représentante de l'ordre a été très professionnelle, a pris mes documents et a noté dans mon dossier qu'il s'agissait d'une fausse accusation signalée, avec preuve à l'appui. Elle m'a assuré que cela n'affecterait pas mon droit d'exercer tant qu'aucune charge n'était retenue contre moi. Jusqu'à présent, il n'y en a eu aucune.
Le 4e jour, l'ordonnance de protection a été accordée, d'abord de manière temporaire. Un juge examine les preuves et accorde une ordonnance à court terme. Ensuite, il y a une audience pour une ordonnance de plus longue durée. Mon avocat l'a déposée avec les captures d'écran des textos en tant que pièce à conviction. Le juge a accordé l'ordonnance temporaire sans aucune hésitation. C'est à ce moment-là que mon ex a commencé à intensifier les choses. Elle ne pouvait pas me contacter directement à cause de l'ordonnance de protection, alors elle a utilisé des intermédiaires. D'abord, ce fut à nouveau sa mère. Un autre message vocal. Celui-ci bien plus en colère. Tu as demandé une mesure d'éloignement contre ma fille. C'est elle la victime dans l'histoire. Elle a été arrêtée et traumatisée et tu agis comme si c'était elle la criminelle. C'est un comportement répugnant de la part d'un homme adulte. Madame, votre fille est la criminelle. Littéralement, elle a été arrêtée pour conduite en état d'ivresse et a ensuite commis un deuxième délit en déposant une fausse déclaration à la police. Ça fait 2 délits en une seule nuit. Ce n'est pas un traumatisme. C'est juste un mardi ordinaire pour quelqu'un qui n'a aucune limite. J'ai transféré le message vocal à mon avocat. 5e jour. Sa meilleure amie m'a envoyé un texto. C'est une fille que j'avais dû croiser peut-être 4 fois lors de dîners de groupe. Assez sympa. Je n'avais jamais eu de problème avec elle. Son texto, « Salut, je sais que la situation est compliquée en ce moment, mais je pense que tu surréagis avec toutes ces procédures légales. » Elle était ivre et paniquée. Elle ne voulait pas vraiment que tu aies des problèmes. Tu peux annuler la mesure d'éloignement pour qu'elle puisse au moins te parler? Elle veut s'excuser. Moi, elle a dit à la police que j'avais commis un acte passible de prison. Ce n'est pas une erreur due à l'alcool. C'est une décision. Et non. Elle, tu vas vraiment ruiner sa vie pour une seule mauvaise soirée? Moi, elle a pris le volant complètement ivre, s'est fait arrêter, puis a dit aux forces de l'ordre que je l'avais battue pour que je vienne payer les conséquences de ses actes. Ce n'est pas une mauvaise décision. C'est une série de décisions. Chacune pire que la précédente. Et la dernière aurait pu détruire ma carrière. Je n'ai rien ruiné du tout. Je refuse juste de nettoyer son désordre. Elle n'a pas répondu. J'ai aussi fait une capture d'écran de cette conversation. Tout va dans le dossier. 7e jour, le bureau du procureur a contacté mon avocat. Ils avaient examiné les preuves, les textos, mes relevés de pointage de l'hôpital, le rapport de l'inspectrice, et il ajoutait le chef d'inculpation de dénonciation calomnieuse à l'accusation initiale de conduite en état d'ivresse de mon ex. Dans notre code pénal, c'est un délit, mais c'est passible d'1 an de prison ferme et d'une amende. Plus important encore, cela crée une inscription permanente dans son casier judiciaire certifiant qu'elle a déposé une fausse accusation de violence conjugale. Mon avocat m'a expliqué que le procureur était particulièrement motivé parce que les fausses accusations de violence conjugale gaspillent les ressources de la justice et rendent la parole des vraies victimes plus difficile à croire. Le procureur aurait apparemment dit quelque chose du genre « Nous en voyons rarement qui sont admises par écrit de manière aussi flagrante. » Ce dossier n'est pas compliqué. Quand mon ex a découvert l'ajout de ce chef d'inculpation, elle a pété un plomb. Je le sais parce que sa mère est passée des messages vocaux à une lettre manuscrite envoyée par la poste à mon appartement. Oui, une lettre écrite sur du papier à lettres avec des petites fleurs sur les bords. La lettre disait, entre autres choses, que j'étais vindicatif, que j'utilisais le système judiciaire pour harceler une jeune femme et que sa fille avait fait une erreur alors qu'elle était sous l'emprise de l'alcool, et qu'elle ne méritait pas de voir son avenir détruit. La lettre contenait également cette phrase, que mon avocat a jugée remarquablement désastreuse pour leur défense, elle a seulement dit ces choses parce qu'elle savait que la police prendrait une accusation de violence conjugale suffisamment au sérieux pour te contacter. Elle ne voulait pas vraiment porter plainte. Donc, la mère, par écrit et sur du papier fleuri, a confirmé que sa fille avait sciemment exploité le système des violences conjugales comme une tactique de manipulation, et elle pensait que c'était une ligne de défense valable. Mon avocat a ajouté la lettre au dossier. La suite dans la dernière mise à jour. Ça empire avant de s'améliorer. Mise à jour 2. La dernière, 18 jours plus tard. Bon, dernière mise à jour. Ça a été le mois le plus long de toute ma vie, et j'ai besoin de poser tout ça pour pouvoir passer à autre chose. Après que le procureur a ajouté l'inculpation pour dénonciation calomnieuse, les choses ont bougé plus vite que je ne l'aurais cru. Mon avocat m'a dit que les affaires avec des preuves documentées aussi claires comme
vous savez, l'accusé qui s'envoie littéralement ses aveux par texto ont tendance à passer plus efficacement dans le système judiciaire parce qu'il n'y a pas grand-chose à contester. Mais avant d'arriver à la résolution légale, je dois vous raconter ce qui s'est passé entre-temps, car mon ex et sa famille ont apparemment décidé que si le système judiciaire n'allait pas dans leur sens, ils tenteraient une approche différente. 10e jour, son père m'a appelé. C'était la première fois que j'entendais la voix de cet homme. Il avait été un personnage d'arrière-plan pendant toute notre relation. Un gars discret. Il m'avait semblé raisonnable les 2 fois où je l'avais rencontré. Il a appelé de son propre numéro et j'ai décroché parce que je ne le reconnaissais pas. Lui, fils. Je t'appelle d'homme à homme. Ma fille a fait une erreur. Une grave erreur. Je ne vais pas prétendre le contraire. Mais cette accusation de dénonciation calomnieuse va la poursuivre pour le reste de sa vie. Elle a une carrière. Elle gère un cabinet. Un casier judiciaire pourrait la détruire. Moi, monsieur, je respecte votre démarche, mais votre fille a dit à la police que j'avais commis des violences conjugales. S'il l'avait cru sur parole et m'avait inculpé, j'aurais pu perdre mon diplôme d'infirmier. C'est tout mon gagne-pain. Mes prêts étudiants, ma carrière, tout aurait disparu simplement parce qu'elle voulait qu'on vienne la chercher en cellule. Lui, je comprends ça. Vraiment. Mais elle était ivre. Elle ne réfléchissait pas clairement. Moi, elle réfléchissait assez clairement pour construire un mensonge très spécifique. Elle n'a pas dit que j'avais volé sa voiture ou cassé son téléphone. Elle a dit que je l'avais frappé. Elle a choisi la seule accusation qui garantirait l'implication immédiate de la police. Ce n'est pas un manque de jugement dû à l'alcool. C'est une stratégie. Long silence. Lui, est-ce qu'il y a quoi que ce soit que je puisse offrir pour que cette affaire disparaisse? Je paierai vos frais d'avocat. Peu importe ce que ça me coûte. Moi, ce n'est pas à moi de retirer la plainte, monsieur. C'est à l'État. C'est le procureur qui l'a inculpé, pas moi. Et même si je pouvais faire disparaître ça, je ne le ferai pas. Parce que la prochaine fois qu'elle sera dans une situation difficile et qu'elle décidera d'accuser quelqu'un de quelque chose qu'il n'a pas fait, il faut que ce soit écrit dans son casier qu'elle a déjà fait le coup. Je ne me protège pas seulement moi-même. Je protège le prochain mec. Il m'a remercié pour mon temps et a raccroché. Honnêtement, j'ai eu de la peine pour lui. Il avait l'air d'un homme bien qui devait gérer les retombées des choix catastrophiques de sa fille. Mais avoir de la peine pour le père de quelqu'un ne signifie pas absorber les conséquences à sa place. 12e jour. Il s'est passé quelque chose que je n'avais vraiment pas vu venir. L'avocat de mon ex, elle avait engagé un avocat de la défense privée à ce stade à contacter mon avocat avec une proposition. Mon ex acceptait la procédure de plaider coupable, CRPC, pour la conduite en état d'ivresse si le procureur abandonnait la charge de dénonciation calomnieuse. L'argument de son avocat était que la fausse déclaration avait été faite sous la contrainte de l'intoxication alcoolique et que la poursuivre pour ça était excessif. Mon avocat m'a relayé l'information, puis l'a transmise au procureur. Le procureur a dit non. Non pas à cause de moi. Je n'avais pas mon mot à dire. Mais parce que, et je paraphrase ce que mon avocat m'a expliqué, le procureur estimait qu'abandonner les charges pour dénonciation calomnieuse envoyait un très mauvais message sur la crédibilité des plaintes pour violence conjugale. Le bureau du procureur suivait spécifiquement les affaires de fausses dénonciations dans le cadre d'une initiative plus large visant à protéger l'intégrité du système de signalement des violences conjugales. Le dossier de mon ex, avec ses preuves dignes d'un manuel scolaire, était apparemment exactement le genre d'affaire qu'il tenait à poursuivre. Donc, l'accord a été rejeté. Mon ex devait faire face aux 2 chefs d'accusation. 15e jour, l'audience pour l'ordonnance de protection devant le juge aux affaires familiales. C'était la première fois que je revoyais mon ex depuis la nuit où tout avait basculé. Je ne vais pas prétendre que ça n'a pas été difficile. Elle avait l'air différente, plus maigre, épuisée. Elle était assise avec son avocat et sa mère. Son père n'était pas là. Sa mère m'a fusillé du regard depuis l'autre bout de la salle comme si j'avais mis le feu à sa maison. Je n'ai pas établi de contact visuel. L'audience en elle-même a été très claire. Mon avocat a présenté les textos, la chronologie, les relevés de pointage de l'hôpital, la lettre de la mère. Oui, la fameuse lettre sur le papier fleuri a été versée au dossier, et je me suis presque senti mal tellement ça a dû être embarrassant pour son avocat. Le juge a accordé une ordonnance de protection d'1 an.
L'avocat de mon ex a essayé d'argumenter que cette mesure d'éloignement n'était pas nécessaire car mon ex n'avait aucun antécédent de violence ou de menace. Mon avocat a calmement fait remarquer qu'elle avait inventé une accusation de violence pour manipuler les forces de l'ordre, ce qui démontrait une volonté claire de se servir du système comme d'une arme. Et que l'ordonnance de protection était absolument nécessaire pour prévenir d'autres fausses accusations. Le juge lui a donné raison. Après l'audience, dans le couloir, sa mère s'est approchée de mon avocat, pas de moi, elle ne pouvait plus m'approcher légalement et a dit « J'espère qu'il est content. Il a détruit la vie de ma fille pour un simple texto. » Mon avocat, que je considère désormais comme l'être humain le plus flegmatique sur Terre, a répondu « Madame, votre fille a détruit sa propre vie pour un texto. » Mon client s'est juste assuré que ce soit documenté. 22e jour, l'affaire pénale est résolue. Mon ex a accepté une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, un plaidé coupable, mais pas celle qu'elle espérait. Elle a plaidé coupable pour la conduite en état d'ivresse et a accepté la condamnation pour dénonciation calomnieuse sans la contester formellement. Cette acceptation signifie qu'elle ne revendique pas publiquement sa culpabilité, mais qu'elle accepte la condamnation pénale. Son avocat lui a probablement dit que c'était la meilleure issue possible. Et il avait raison. Condamnation pour l'ivresse au volant, 1 an de sursis probatoire, un stage obligatoire de sensibilisation à la sécurité routière, 80 heures de travaux d'intérêt général, TIG, suspension du permis pour 6 mois. Et un éthylotest anti-démarrage sur sa voiture pendant 1 an après avoir récupéré son permis. Du grand classique pour une première infraction avec 1,4 GL dans le sang. Condamnation pour la dénonciation calomnieuse, 1 année supplémentaire de mise à l'épreuve cumulée avec celle du délit routier, et une amende de 2000 €. Et voici la partie qui compte le plus, ça restera inscrit de façon permanente sur son casier judiciaire. Elle a maintenant une condamnation officielle pour dénonciation calomnieuse liée à des violences conjugales. Si elle accuse un jour quelqu'un de violence à l'avenir, cette condamnation remontera à la surface. Si elle postule un jour à un emploi qui nécessite une vérification du casier judiciaire, cela apparaîtra. Mon avocat m'a expliqué par la suite que la condamnation pour fausse déclaration serait particulièrement lourde à porter en raison du contexte. Ce n'était pas une fausse déclaration générique. C'était spécifiquement une fausse plainte pour violence conjugale. Certains employeurs, les ordres professionnels et même les juges aux affaires familiales prennent cela extrêmement au sérieux. Maintenant, voici où j'en suis émotionnellement par rapport à tout ça, parce que je pense que l'honnêteté est importante. Je ne me sens pas triomphant. Je sais que dans les commentaires, les gens vont probablement dire des choses comme justice est rendue ou elle a eu ce qu'elle méritait, et c'est peut-être vrai. Mais être assis dans cette salle d'audience et regarder quelqu'un que j'aimais se faire condamner, c'était horrible. Pas parce qu'elle ne l'avait pas mérité. Elle l'a totalement mérité. Chaque conséquence qu'elle a reçue est le résultat direct des choix qu'elle a faits. Mais c'était quand même horrible parce que je me souviens de la personne qu'elle était au début, ou du moins de la personne que je croyais qu'elle était. Et devoir concilier cette image avec la personne qui a menti à la police en prétendant avoir été battue juste pour qu'on vienne payer sa sortie, c'est une forme de deuil qui n'a pas vraiment de nom. Je suis rentré chez moi après le verdict, mon chien m'a accueilli à la porte, et je me suis assis sur le sol de la cuisine avec lui pendant un long moment. Lui, il ne sait rien de tout ça. Il sait juste que j'étais parti et que maintenant je suis de retour, et ça lui suffit. J'avais besoin de cette simplicité. Quelques détails pratiques pour conclure. Mon ordre des infirmiers a fermé mon dossier sans aucune sanction. La fausse accusation a été notée et classée sans suite. Mon droit d'exercer est intact. Je suis retourné travailler de nuit la semaine suivante et ma cadre de santé, qui m'avait couvert la nuit où tout a commencé, m'a juste fait un signe de tête quand je suis arrivé et m'a dit « Contente de te revoir ». C'était exactement la bonne dose de reconnaissance dont j'avais besoin. Mon ex et moi ne nous parlerons plus jamais. L'ordonnance de protection s'en assure pour l'année à venir, et après ça, je n'ai aucune intention de me retrouver un jour dans la même pièce qu'elle. Je ne la déteste pas. La haine exige une énergie que je n'ai pas. J'ai juste tourné la page. Sa mère a envoyé une dernière lettre, pas à moi, mais à l'adresse de mes parents qu'elle a sûrement dû récupérer sur des brouillons de faire-part de mariage ou quelque chose comme ça, car mon ex et moi avions vaguement parlé de projets d'avenir. La lettre disait à mes parents que j'étais un homme froid, sans cœur, qui avait jeté une femme bien pour un simple malentendu. Ma mère l'a lu, l'a mise dans la poubelle jaune du recyclage, et m'a appelé pour me dire « Si cette femme nous contacte encore, j'appelle la police ».
Et au fait, tu manges assez? Tu as l'air fatigué. Les mamans, quoi? Une dernière chose. À travers tout ça, la seule chose qui tourne en boucle dans ma tête, c'est la facilité avec laquelle elle a fait ça. La désinvolture avec laquelle elle a tapé ce texto. Je leur ai dit que tu m'as frappé, comme ça tu vas venir me chercher, comme si c'était une astuce de vie, comme si elle avait trouvé une solution ingénieuse à un simple problème logistique. Elle n'a pas hésité. Elle n'a pas considéré une seule seconde ce que cette accusation pouvait me coûter. Et c'est ça qui m'effraie le plus. Pas le fait qu'elle l'ait fait, mais le fait que ça ne lui coûtait rien d'essayer. Le mensonge était gratuit. Les conséquences étaient censées être pour moi. Si vous lisez ceci et que vous avez un jour été faussement accusé de quelque chose, documentez tout. Faites des captures d'écran de tout. Sauvegardez tout dans 3 endroits différents. Prenez un avocat avant même de penser en avoir besoin. Et ne laissez personne vous dire que vous protégez, c'est surréagir. Ce n'est pas le cas. C'est de la survie. Je retourne au travail ce soir. Garde de 12 heures. Des patients qui ont besoin d'aide pour respirer. Ça, c'est réel. Ça, c'est quelque chose à quoi je peux me raccrocher. Tout le reste, tout ça, ce n'est que du bruit de fond qui devient de plus en plus silencieux de jour en jour. Rawal, what do you mean Rawal? Those templates are def gone. Oh, the bastions? I think we have a bastion that has. I hope it has one. I hope it has one. Nathan, what's up, dude? Hope you're having a great night. I think I just said hi. I either verbally said hi or mentally said hi. So if I said hi twice, I apologize. Mallory, thank you so much for the heart me, by the way. I appreciate you. I'm good. That's good. That is good. Happy to hear that. Okay, this way. I gotta lock in my brain, my mind. I'm all over the place. I think we need like 8 of these, which I'm running out of jungle. Not good. Not good. We'll do sticks. Thank you. And 8 of you. A couple of you. Actually, we need way more of you. Ten, maybe? Oh, we might need more than that. Oh, and brick. Mud brick. All right, that's it for now. Text me tomorrow. I'll update you. All right, sounds good, Dizzy. No worries, brother. Have a great rest of your night. Are you planning on those yellow/orange pillars there behind the shulkers? These are all buildings. These are all, we're just like laying out how we want our buildings to look, how wide we want them to be. So that way we kind of try and keep it all consistent. I was here yesterday. I was spamming. Sorry for the spam yesterday. That's all good, Nathan. No worries, dude. Appreciate you coming in and apologizing. Not a lot of people do that, so thank you, brother, for coming in and saying that. What are we doing? What are we doing? What are we doing? Mud brick. Mud brick. W Nathan, for real, for real. How long have you been playing for? I've been playing for like 14 years, I think. Little higher here. Little higher. Just gonna go. Oh man, spruce. Do I have spruce? You're joking. You're kidding me, right? You're kidding me. All right. Well, we're just gonna go. Where does that sit? Oh, it does sit level with that. Okay, let's go get some spruce logs. I am missing 1 block every time we walk over here. I just use way too many. Hard to keep track, really, honestly. Do you remember how... What is walking over here? Oh, you sound like you are just leaving an earthquake behind you when you walk. Holy cow. Do you remember how we had to make villagers breed in the early Minecraft days? Doors. Lots of doors. Literally just doors. Yeah, how long did it take you? How long did what take me?
Oh, the pillars behind us. Not very long. We just kind of counted them out, made sure that they were odd numbers, and then just kind of built them. But this has taken us probably a month to do. Yeah. Coming up close to a month. I would say next week is going to make a month. I had so many door buildings. Same. Same. I also remember the nether reactors. Nether reactors. Okay, and then how long did it take you to get good at building? I would say I definitely locked in like 3 years ago. Really sat down and started teaching myself a lot of things. I wish there were things out there that helped me quicker, but I've decided to make them myself. So I think if you watch my videos, it should help you a little bit faster than 3 years. Took me about 3 years to figure this out, but I would say for sure the videos will help you. Sorry, I'm so lost on where these are. I think that's right. Yeah, that's right. That's right. Okay.